Bonjour, bonjour. Bonjour. Tu sais que j'ai regardé l'émission là sur les abeilles qui est passée sur Arte avant-hier. Oui. Alors ce qu'on peut retenir, c'est que l'homme a détruit ce merveilleux animal dans des proportions qu'on ne peut même pas imaginer, tu vois. On peut dire aujourd'hui que la vie des abeilles est comptée. Voilà. Cet animal était en voie d'extinction. Oui, bien sûr. À côté de cela, il y a des fous qui les maintiennent coûte que coûte dans une espèce de survie artificielle, en les gavant d'antibiotiques, de chimie de toutes sortes, dans un contexte complètement artificiel, hein, je veux dire ça. Ce sont des abeilles en batterie, tu vois. Non. Pas pour leurs beaux yeux, hein, mais pour nous concocter une petite délicatesse. Alors tiens-toi bien, une espèce de miel artificiel, ça. Oui. Un truc, tu vois, devenu l'ombre de lui-même, puisqu'il ne doit pas rester grand-chose d'un point de vue qualitatif par rapport à ce que représente ce que tu appelles l'or végétal. Non, bien sûr. Dans nos produits, quoi. Voilà, complètement. Mhm. Bon, on savait déjà que certaines industries qui s'improvisaient apiculteurs donnaient à manger du glucose à leurs abeilles pour améliorer le rendement, mais là, ça doit être un truc bizarre, visqueux, qui a la couleur, l'allure, l'odeur, mais qui n'est pas, quoi. Ouais. Alors finalement, à bien y réfléchir, on mange artificiel, on construit artificiel, avec la bionique, on a des parties de notre corps artificielles. On parle d'intelligence artificielle et les robots vont bientôt nous supplanter. Avec Internet, les rapports humains sont artificiels. Dès que le moral baisse, on plonge dans des paradis artificiels. Si on n'est pas content de sa vie, on peut toujours vivre une vie parallèle artificielle, style Second Life, la deuxième vie, tu vois, sur Internet. L'artificiel, on le sait, c'est tout ce qui n'est pas naturel. Ce qui implique que l'homme y a mis son grain de sel, comme d'hab. Ouais. Mais c'est jamais bon, hein, dès qu'il met son grain de sel. Non, en principe, je sais pas que ce soit jamais bon, mais actuellement, ça l'est plus parce que l'homme a perdu la notion de la réalité, de la nature même des choses, voilà. Enfin, tout ça en vrac pour dire que l'on vit vraiment un monde artificiel. Ouais. C'est ça. De toute façon, après, donc, il a fallu un point de départ. Alors, le point de départ, c'est qu'il a fallu fabriquer, en quelque sorte, une mentalité artificielle, on pourrait dire. C'est-à-dire un raisonnement artificiel qui est dépendant d'influences secondaires et non pas de rapport direct avec le bon sens, la nature des choses. Il a fallu mettre en place ça avant que le reste puisse suivre. Parce que cette méthode, cette façon de faire, elle est quand même relativement récente. C'est pas d'aujourd'hui que les hommes cherchent à améliorer leur vie, cherchent ceci ou cela, mais il y a eu des paliers successifs. Et puis on peut dire que ce départ dans cette recherche de l'artifice, on pourrait dire, est relativement récent. Finalement, on peut considérer ça comme la singerie du naturel, l'artificiel, mais avec en plus, j'ai l'impression, des ingrédients supplémentaires qu'on rajoute, tu vois, un peu de chimie par-ci, un peu de... Oui, c'est une popote particulière. Et comme je dis, il a fallu, au point de départ, modifier quelque chose de fondamental. J'ai vu qu'il y avait un auditeur qui pose toujours une multitude de questions qui gravitent autour de différentes choses, telles que justement le processus de démocratie, de pouvoir au peuple, enfin toutes ces choses. L'oligarchie. Oui, donc il y a un moment donné, comment est-ce qu'on fait pour ne pas voir que l'histoire du pouvoir au peuple. Moi, je comprends bien que sentimentalement, l'histoire, c'est fort sympathique, mais je veux dire, le pouvoir au peuple, le peuple, ça veut rien dire, le peuple. Dans le peuple, il y a différents personnages qui ont différentes connaissances, qui ont différents pouvoirs, qui ont différentes capacités. Donc, on donne le pouvoir à toutes ces capacités indifférenciées. Donc, à un moment donné, il faut quand même avoir un discernement pour que ce soit celui qui est qualifié pour telle chose, qui puisse imposer cette chose-là, plutôt que de laisser ça, je ne sais pas à quel hasard quand même.
Voilà, alors le procédé démocratique, il a montré très bien, déjà le point de départ, il y a une erreur fondamentale, c'est démontré comme étant une catastrophe. C'est tout simple en fait, et je veux dire, c'est un procédé en lui-même que si on l'analyse, c'est normal que ça n'arrive pas. Parce que ça veut dire qu'il y a une quantité de personnages qui peuvent avoir des capacités diverses, mais qui doivent donner leur avis et mettre en place quelque chose dont ils ignorent en fait réellement la structure fondamentale, foncière. Tu veux dire qu'on ne peut pas concilier des tendances aussi hétéroclites? C'est pas l'histoire de les concilier, c'est qu'à un moment donné, on va dire par exemple le système démocratique, les élèves dans les collèges, c'est à eux, alors de ce fait-là, d'élire leurs professeurs. Alors on élit ces gens-là par rapport à quels critères? Pour élire quelqu'un qui, lui, est censé avoir un rôle à jouer dans une société. Pour élire ce personnage, il faut avoir une connaissance exacte et précise de ce rôle en question. Oui, c'est sûr. Alors si chacun a un point de vue particulier, qui est déterminé par un sentiment, par une croyance, par un fragment de savoir, etc., et puis qu'à un moment donné, la balance se fait sur le plan quantitatif, ça signifie strictement rien. Ça veut dire donc qu'il y a des trafics d'influence, il y a des mouvements qui se font, c'est comme les modes, et ça apparaît tout d'un coup, alors on va mettre celui-là, on va lire celui-ci, on va lire l'autre, et puis on voit bien, depuis pas mal de temps, on voit bien que les choses se dégradent progressivement, tranquillement, mais sûrement. J'entends, ça se voit. Oui. À présent, expliquer le processus interne, c'est pas qu'il n'est pas explicable, mais il sera difficile à décoder. Donc, simplement, je dirais, utiliser le bon sens pour s'apercevoir que c'est une impossibilité. À un moment donné, ce genre de choses-là. C'est-à-dire que c'est possible, mais simplement, ça amène inévitablement à quelque chose de catastrophique. Parce que le pouvoir ne peut revenir qu'à celui qui est capable de le mettre en pratique. Oui. C'est pas possible. Un professeur, il ne peut être professeur que parce qu'il a une connaissance qu'il peut enseigner. Donc il la connaît, lui, comme il faut, de A jusqu'à Z. À partir de là, il peut donc enseigner cette chose-là. Je ne vois pas en quoi le peuple connaît de A jusqu'à Z qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour mener à bien une humanité, c'est-à-dire à sa fin réelle. Donc il faut qu'il ait la connaissance exacte de ce qu'est l'homme, de ce qu'il représente, de sa signification, de pourquoi il existe, pourquoi le monde existe, pourquoi la création existe. Donc il doit avoir une connaissance exacte de toutes ces choses-là pour pouvoir déterminer et juger ce qui est à faire. Alors ça, c'était dans un monde idéal où le pouvoir temporel avait une réelle valeur. Le pouvoir en question, il était sous l'autorité spirituelle. Mais il faut prendre ça à la lettre. C'est pas une pseudo-spiritualité bidon que l'on retrouve actuellement dans différents lieux, que ce soit dans une religion ou une autre. On parle d'une autorité véritable. Et quand les choses étaient maintenues dans ce sens-là, tout allait le mieux possible. La perfection n'étant pas de ce monde depuis que le monde est monde. Ça a été reconnu comme tel. Mais j'entends, c'était quelque chose qui était incomparable avec ce qui se produit depuis pas mal de siècles. Voilà. Donc c'est un autre monde, c'est difficilement comparable. On peut voir simplement une dégénérescence progressive qui amène à inverser les rôles. Voilà, c'est l'inversion des rôles et actuellement, l'incompétence la plus totale n'est pas un handicap pour devenir chef d'État, c'est pas un problème. Et quand je parle de cette incompétence, c'est dans le sens de la connaissance de savoir ce qu'elle a, de nouveau, je le répète, sa raison d'être, pourquoi est-ce qu'il existe et quelle est sa finalité. Ça, il n'y a pas besoin de savoir ça pour être chef d'État. Donc ça veut dire qu'on est totalement à l'envers de la position normale. Donc pour en revenir à l'artificiel, on vit donc de manière artificielle. Alors à présent qu'on idéalise telle ou telle position, telle ou telle possibilité, c'est possible, tout ça on peut idéaliser, toutes ces choses-là, mais ça n'amène pas bien loin.
Un idéal, si grand soit-il, ça reste quelque chose de creux face à la réalité de ce que représente en quelque sorte la manifestation même. Alors bon, je vois beaucoup de questions, tu vois, mais moi, disons, concernant ce pouvoir à celui-ci, le pouvoir à l'autre, toutes ces choses-là, bon. Et à un moment donné, fondamentalement, il y a une erreur qui est glissée là, qui fait que le moins ne peut pas le plus, et puis voilà, c'est tout ce qu'on veut y faire. C'est pas pour dire que les personnages en place sont des gens compétents, pas du tout. Les gens qui sont en place sont justement le fruit, en quelque sorte, de cette incompétence, et sont le fruit de cette démocratie. C'est-à-dire qu'actuellement, depuis pas mal de temps dans le monde, tous les chefs d'État et les dirigeants sont nommés par un système démocratique. Et ben voilà où on en est, voilà ce qui se passe, voilà comment se vit les choses actuellement. Si on appelle ça une réussite, c'est possible. On peut avoir encore cette visée-là, puis ce point de vue-là, pourquoi pas. Moi je veux bien, mais personnellement, sans aller chercher bien loin, pour moi c'est un fiasco. Ouais. Donc passer d'un fiasco à l'autre, pourquoi pas. À présent, il parle aussi d'un homme comme Guénon, qui était franc-maçon de son vivant. Ça suffit pas, il n'était pas que ça de son vivant. Qu'il ait été franc-maçon, qu'il se soit intéressé à la franc-maçonnerie, on en a déjà suffisamment parlé. Il cherchait un cadre initiatique. Et il s'est retiré de ça parce que faute de combattants, dans le sens que ce cadre initiatique était devenu quelque chose de pseudo-initiatique. Il l'a exprimé lui-même. Il a écrit sur la franc-maçonnerie. Il a bien expliqué tout ce que représentait la franc-maçonnerie. Normalement, qu'est-ce qu'elle était devenue? C'est pas. Il n'y a aucun problème. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, là. Alors dire simplement que Guénon est franc-maçon de son vivant, ça signifie quoi? En l'occurrence. Je veux dire en l'occurrence. Mais parce que là, la franc-maçonnerie, elle est diabolisée actuellement. Bah... On veut essayer de diaboliser Guénon parce qu'il a côtoyé la franc-maçonnerie? Ou bien est-ce qu'on veut le valoriser parce que la franc-maçonnerie est quelque chose de valable? Je veux dire, de toute façon, c'est tendancieux, toutes ces choses-là. Alors, de tendance à tendance, on arrive à une espèce de soupe. Moi, je sais pas. C'est un peu hors sujet par rapport à ce qu'on traite en général. Personnellement, je vois pas. Qu'est-ce que je veux raconter là-dedans? De toute façon, ben, apparemment, il n'y a pas une recherche de savoir ce que sont les choses véritablement, mais il y a une volonté d'imposer une façon de voir. Et de chercher la petite bête, je dirais quand même. Et je dis ça pas particulièrement pour cet auditeur, mais globalement, c'est la tendance quand même. Oui, parce qu'on reste focalisé sur un détail de quelque chose, mais à un moment donné, il faut retrouver fondamentalement les choses comme elles sont. Un homme comme Guénon, c'est un chercheur. Il voulait trouver, lui, la raison d'être de l'homme. Pourquoi? Pourquoi l'homme existe et quelle est sa finalité? Donc, il avait bien compris à un moment donné que pour trouver ça, il faut avoir une instruction. Cette instruction, elle ne se trouvait que dans un cadre initiatique. Alors après, il faut savoir ce que ça signifie en cadre initiatique. Finalement, c'est encore de l'élucubration mentale, tout ça. C'est-à-dire, moi, ce que je ne sais pas, dans ces explications-là que je vois sur les commentaires, je ne sais pas quel est le but de ce genre de pérégrination. Qu'est-ce qui est recherché là-dedans? Quel est le but de l'exercice? Je ne comprends pas. C'est tout. Alors, il faudrait expliquer, peut-être être un peu plus clair, pour me donner le but de cet exercice-là. Ouais. Le but, c'est quand même de remettre en question un petit peu ce que tu dis, parce qu'à certains moments, moi, c'est bien de le remettre en question, mais chacun le remet en question pour lui. C'est pas un problème. Moi, je n'ai pas un point de vue personnel des choses. C'est pas mon point de vue personnel que je mets en place. C'est simplement un point à voir qui est les considérations qui sont données dans un cadre traditionnel, c'est tout. C'est-à-dire que sur un plan métaphysique, il y a des données fondamentales qui sont principielles, qui ne sont pas mon point de vue, le point de vue de celui-ci ou de celui-là ou de qui que ce soit, c'est simplement que les choses sont ce qu'elles sont, indépendamment de tout point de vue. C'est pas ce que tu en ressens, ce que tu en penses, ce que tu aimerais, c'est ce qui est à la lumière de la science traditionnelle. C'est pas ce qui est à la lumière, c'est que ce qui est, c'est la lumière en question.
Alors moi, c'est pas moi qui suis cette lumière, c'est pas moi qui suis la vérité, c'est pas moi qui suis rien du tout de tout ça, mais simplement il existe des possibilités de connaître ce que représente tel ou tel principe qui, lui, est inflexible. On ne peut pas le modifier, on ne peut pas changer ça, tout simplement parce que ça nous ferait plaisir ou pour des raisons diverses. Voilà. Les choses sont ce qu'elles sont, indépendamment de nos volontés, de nos bons vouloirs, de nos désirs, c'est tout. Donc quand je parle de démocratie en soi-même, c'est par rapport à un mode principiel. Moi, j'ai rien à faire que je sois dans une démocratie, dans un royaume, ou que je sois dans n'importe quoi. Si on me fout un peu la paix, que je peux respirer, j'en ai pas besoin de plus. Donc, ça m'est égal, moi, ce qu'il y a au pouvoir. Je ne vise aucun poste, je ne tiens pas ni à être conseiller de quoi que ce soit dans n'importe quelle situation. Ça m'intéresse pas. Le seul prosélytisme que tu fais, c'est pour la prière et la répétition du nom de Dieu. Voilà. Oui, c'est encore un prosélytisme qui est relatif, dans le sens, je sais, par rapport justement à ces données principielles, que c'est le seul bouclier qui permet de neutraliser les mauvais effets des influences qui sont, elles, totalement néfastes. Eh bien, écoute, je te remercie, on va finir là-dessus. Bon, c'est toujours un plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.